Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Bonjour à tous, avant de commencer cet épisode, on souhaitait vous remercier pour les 500 000 abonnés. Ça fait 7 ans qu'on parle d'actualité spatiale avec Maxime sur cette chaîne et voir tout ce chemin parcouru est vertigineux. Et encore, le meilleur reste à venir avec le retour sur la Lune. Merci donc d'être encore si nombreux au rendez-vous après tant d'années. On aura l'occasion de fêter ça cette année, que ce soit en vidéo ou dans la vraie vie, et j'en profite pour vous dire que je serai à la Beacon à Liège le 10 et 11 mai pour une convention de jeux vidéo, donc si vous souhaitez me rencontrer, je vous mets le lien en description. Bref, allez, je retiens pas plus le début de cette vidéo, merci encore une fois, et place aux actualités spatiales. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé d'une des missions de James Webb, comprendre la formation des galaxies. Mais il y a une autre genèse qui intéresse le grand télescope spatial. Il nous aide également à comprendre comment les étoiles et leurs systèmes planétaires se forment. Il y a peut-être ici un peu moins de mystère que pour les galaxies. On sait que les systèmes semblables aux nôtres naissent dans un effondrement localisé de poussière et de gaz. Un disque protoplanétaire se forme autour d'une jeune étoile et il finit par s'agglomérer en planètes et lunes distinctes. La phase de disque protoplanétaire est particulièrement intéressante. Elle ne dure que quelques millions d'années mais dicte une grande partie de l'organisation de la matière dans le système naissant. Une des questions les plus intéressantes de cette phase est celle de l'eau. Dans quelle région d'un système se concentre-t-elle ? Et dans quelle région est-elle rapidement détruite ? En comprenant ces mécanismes, on peut appréhender comment l'eau et donc la vie sont arrivées sur Terre. Au milieu de ces questionnements, une équipe internationale a utilisé James Webb pour mener une observation fascinante. Ils ont pointé le télescope spatial vers un système en formation, situé dans la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion est une pouponnière d'étoiles, une région de la Voie lactée qui forme de nouveaux astres en grande quantité. Le système en question, dénommé D203-506, est donc entouré de grandes étoiles et inondé de rayonnements ultraviolets. Ces conditions particulières amènent à la destruction de son eau en grande quantité. Il perdrait ainsi chaque mois l'équivalent de tous les océans de la Terre sous l'influence de ce rayonnement intense. L'eau détruite donne naissance à des molécules d'hydroxyle, lesquelles servent alors à reformer de l'eau. Dans le jeune système, l'équivalent de plusieurs océans terrestres est ainsi détruit et reformé chaque année. On pense que l'eau du système solaire était déjà présente à sa formation. Elle a pu migrer de l'extérieur vers l'intérieur du système via des bombardements de comètes, mais elle était déjà formée lors de la phase de disque protoplanétaire du Soleil. Le Soleil est cependant lui aussi très certainement né dans une pouponnière d'étoiles. Il a eu des jumeaux, peut-être quelques dizaines ou centaines, qui ont pu également inonder le jeune système solaire d'un intense rayonnement ultraviolet. Il est donc possible qu'au moins une partie de l'eau que nous buvons, ou qui nous compose, a subi ce cycle infernal de destruction et de reformation. Il a fallu regarder à plus de 1000 années-lumière de notre étoile pour nous en rendre compte. Comme quoi, il faut parfois observer les autres pour se comprendre soi-même. Cette observation est encore un témoignage des capacités incroyables de James Webb. À une telle distance, le spectre chimique du disque protoplanétaire est extrait de quelques pixels seulement. Il a fallu l'analyse pluridisciplinaire d'astrophysiciens et de spécialistes de la mécanique quantique pour arriver à cette conclusion. Dans les années qui viennent, James Webb devrait continuer à nous aider à comprendre l'histoire de notre propre système en imageant et en analysant d'autres systèmes à différents stades de leur vie. Et la prochaine fois que vous buvez un peu d'eau, pensez à toutes les épreuves qu'elle a traversées. La synthèse de son oxygène au cœur d'étoiles mourantes, son agglomération à basse température, sa destruction et reformation à proximité de jeunes étoiles, son crash à la surface de la Terre amené par une comète, et ses milliards d'années de voyage entre les nuages et le fond des océans. Ça fait tout de même un sacré périple pour un liquide qui nous paraît si familier. Le voyage de l'eau pourrait devenir encore plus étrange au cours de la prochaine décennie. En effet, certaines agences spatiales et entreprises privées réfléchissent à la manière de la miner directement sur la Lune, pour en faire du carburant de fusée. Elle pourrait ainsi servir à faire le plein de vaisseaux tels que le Blue Moon de Blue Origin.
Il fonctionne en brûlant de l'oxygène et de l'hydrogène, les deux atomes qui composent une molécule d'eau. Avant de se pencher sur ces aspects pratiques, il faut déjà amener Blue Moon jusqu'à la Lune, ce qui va être complexe. Tout comme le Starship de SpaceX, le vaisseau de Blue Origin va avoir besoin d'être ravitaillé en orbite. Enfin, ce n'est pas tout à fait lui qui doit être ravitaillé, mais plutôt son vaisseau de transport. Blue Moon fera en effet le voyage jusqu'à la Lune couplé au 6 Lunar Transporter, un vaisseau développé par Lockheed Martin. Il s'agit d'un vaisseau réutilisable exploitant 3 moteurs BE-7, eux-mêmes développés par Blue Origin. Il comportera d'énormes réservoirs qui lui permettront d'enchaîner les voyages entre la Terre et la Lune. Il sera à chaque passage ravitaillé en orbite basse par des étages supérieurs de New Glenn. Ce vaisseau était jusqu'à présent une énigme. On vient cependant d'en apercevoir le premier rendu 3D sur une vidéo publiée par Lockheed Martin. Sur cette image, l'atterrisseur Blue Moon est situé en bas à gauche. Il s'étend jusqu'à la jonction située au-dessus du cercle bleu. Tout le reste, c'est le 6 Lunar Transporter. Ces réservoirs paraissent effectivement immenses et semblent dotés de boucliers thermiques dorés. On a donc là une partie de la solution qui va permettre à Lockheed Martin de stocker des ergols cryogéniques pendant plusieurs semaines. Au bout de chacun des réservoirs, on observe ce qui semble être des radiateurs et des panneaux solaires. La taille du vaisseau fait qu'il sera certainement lancé en 2 tirs et assemblé en orbite. Blue Moon, la partie en bas à gauche, fait 16 mètres de haut. Le 6 Lunar Transporter fait donc très certainement entre 30 et 40 mètres de long. Un vrai mastodonte. Le vaisseau doit normalement être prêt pour Artemis 5 et on ne le verra pas avant une bonne dizaine d'années au mieux. Cela devrait laisser le temps à l'architecture d'évoluer, ce design n'est donc pas gravé dans le marbre. Avant ça, on verra l'autre atterrisseur du programme Artemis en action, le Starship de SpaceX. Alors qu'on attend sa 3e tentative de vol orbital, il se prépare déjà pour le voyage lunaire. La semaine dernière, la NASA a ainsi communiqué des images de tests du système d'amarrage qui permettra de faire la jonction entre le Starship d'une part et Orion d'autre part. Dans l'architecture lunaire du programme Artemis, l'équipage doit en effet décoller sur le vaisseau Orion et faire le voyage jusqu'en orbite lunaire. Il doit ensuite s'amarrer soit directement au Starship, soit à la station Gateway, pour transférer les astronautes jusqu'au vaisseau de SpaceX, lesquels doivent alors leur permettre de descendre jusqu'à la surface lunaire. Ce système d'amarrage est donc crucial pour la réussite du programme. Autant donc reprendre une recette qui marche. Il est basé sur le système du vaisseau Crew Dragon qui réalise déjà plusieurs fois par an des amarrages à la Station Spatiale Internationale. La NASA poursuit dans sa logique d'efficacité budgétaire en ne cherchant pas à réinventer la roue. C'est une bonne nouvelle et cela nous montre que l'agence n'attend pas que le Starship soit opérationnel pour commencer à développer sa version lunaire. Peut-être que si on a un peu de chance, tous ces travaux iront vite et Artemis 3 ne sera pas trop en retard. Il faut cependant bien d'autres systèmes pour supporter une mission habitée jusqu'à la surface de notre satellite. Espérons que le reste du développement du Starship HLS fera l'objet d'une communication ouverte et de photos fréquentes. Pour continuer sur le sujet des développements américains les plus impressionnants, on peut aussi regarder du côté de Rocket Lab. L'entreprise de Peter Beck est en train de travailler d'arrache-pied sur son nouveau lanceur moyen, Neutron. Partiellement réutilisable, il s'appuie sur une architecture unique et très innovante. Il joint en effet la coiffe au premier étage et place le second étage à l'intérieur du premier. Cela permet de récupérer le premier étage et la coiffe d'un coup et de construire un second étage suspendu sous la coiffe et plus léger. Rocket Lab s'était engagé à faire voler la Neutron pour la première fois en 2024. C'est notamment ce qui lui a permis de remporter certains contrats de défense américains. Seulement, un mémo adressé au Congrès affirme que l'entreprise aurait enjolivé son niveau de développement et que la Neutron n'a quasiment aucune chance d'être prête cette année. En effet, Rocket Lab n'a pas encore démarré les essais de son moteur Archimède. Un stand de tir est en train d'être finalisé dans un centre d'essai de la NASA et les premières mises à feu devraient donc avoir lieu dans les semaines qui viennent. Passer du premier tir statique à un lanceur opérationnel en moins de 9 mois paraît cependant illusoire. Certes, Rocket Lab travaille vite, mais c'est un défi énorme. Pour le moment, l'entreprise confirme dans sa communication viser 2024 pour le premier vol de la Neutron. On verra s'ils doivent revenir sur cet engagement ou s'ils impressionneront l'industrie tout entière avec un développement éclair.
En parallèle de cet effort, Rocket Lab est en train de développer son activité de fabricant de satellites. L'entreprise propose déjà le bus Photon depuis plusieurs années. Elle compte lui adjoindre 3 nouvelles plateformes qui lui permettront de décupler les possibilités. Le bus Lightning permettra de mener des missions de très longue durée en orbite basse, avec jusqu'à 3 kW de puissance électrique à disposition. Il devrait donc intéresser les spécialistes de l'observation de la Terre et des télécommunications. Le bus Pioneer offrira de bonnes capacités de Delta-V pour mener des missions au profil atypique, toujours en orbite autour de la Terre. Ça intéressera peut-être les armées occidentales. Le bus Explorer, enfin, offrira un Delta-V encore plus important. Il pourra mener des missions jusqu'à la Lune, Vénus ou Mars. On imagine que c'est donc lui qui servira de support à la mission vers Vénus que Peter Beck veut réaliser. Tous ces nouveaux modèles de satellites pourront être lancés sur neutrons, même sur électrons pour les plus petits d'entre eux. Rocket Lab suit ainsi la méthode SpaceX qui consiste à développer en partie ses propres charges utiles. On verra si cette offre trouve de nombreux clients, ce qui aux côtés de la neutron scellera le destin de Rocket Lab. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernière Nouvelle des Étoiles. On vous remercie encore une fois d'être aussi fidèles à cette émission. Il n'y aura pas de DNDE Live cette semaine car Maxime a un empêchement. On se retrouve donc jeudi pour un dossier de l'espace, et d'ici là, n'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, car on y répondra dans la vidéo qui sortira ce dimanche. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée, et comme d'habitude, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.